Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le 24e épisode d'Ota Lecture, l'émission qui passe en revue mes lectures du mois, et oui j'ai pris un sacré retard. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Insta, Discord et me soutenir sur Utip en regardant quelques pubs, les liens sont toujours disponibles en description, bref, je vous donne rendez-vous après l'intro. Tout d'abord, voici le timecode, vous pouvez skipper les mangas qui ne vous intéressent pas mais aussi pour vous éviter d'éventuels spoils, même si j'essaye de spoiler le moins possible, les mangas sont toujours classés par éditeur. Et on commence par la sensation du moment, Demon Slayer avec ses 5e et 6e opus. Bon, tout d'abord, je précise que je me permets d'en parler librement, puisque ces deux tomes marquent la fin de la saison 1 de l'anime. En gros, du fantastique épisode 19 à l'animation de folie, jusqu'à la fin de la saison, tu le retrouves dans ces deux tomes. Autant dire que ça fait déjà une bonne raison de s'intéresser au manga, car le support sur lequel s'appuie l'anime est lui aussi excellent. En premier lieu, ce qui me plaît fortement dans ce manga reste et restera la sincérité que dégagent les personnages. Sans pour autant trop en faire, trop en montrer, on ressent pleinement tout l'amour que porte Tanjiro à sa sœur, et leurs sentiments dépassent totalement les liens du sang qui les unissent, puisque même transformé en démon, Nezuko garde totalement son sang-froid face aux piliers plus charismatiques les uns que les autres. La scène où Sanemi verse son sang dans le but de faire réagir Nezuko afin que ses pulsions démoniaques surgissent est très forte en symbolique, puisqu'elle vient encore une fois consolider le lien qu'il attache à son frère. Deux tomes purement excellents, que ce soit la fin de l'arc exceptionnel avec Rui, qui est un très bon antagoniste que j'apprécie, notamment pour sa vision atypique de la famille dont il aura saisi l'importance bien trop tardivement malheureusement. Je pense aussi au combat l'opposant à la fraternité, encore une fois tout est réuni pour nous faire kiffer, aussi bien au niveau émotionnel, de l'épicness ou des enjeux, on finit ensuite avec une transition où les phases d'entraînement sont toujours aussi légères mais digestes, puis une petite excursion bien frissonnante dans le cours des démons, quand on se dit que le meilleur est à venir, ça rend la lecture de Demon Slayer toujours aussi kiffante. Seul bémol, les erreurs de traduction concernant Rengoku qui est le pilier de la flamme et non pas le pilier du feu. Et ce n'est pas un détail puisqu'il est très explicitement dit dans le manga que les deux n'ont absolument rien à voir. Je pense aussi à l'œil de Rui qui ne précise pas que c'est la 5ème lune inférieure, mais bon, au moins Panini s'est déjà montré réactif en précisant que ces erreurs seront tout de suite corrigées. On passe au grandissime Kingdom avec les tomes 27 à 30, je n'ai pas encore reçu les tomes 31 à 34, donc on en parlera dans un autre épisode. Alors comme toujours, par où commencer ? On est en plein arc de la coalition, qui est très clairement l'un de mes arcs préférés, tout manga confondu, comme vous le savez, non pas seulement pour la guerre qui rugit sur tous les fronts, mais bien pour ses registres politiques et stratégiques, mais aussi pour sa mise en avant de nombreux personnages. Je pense en premier lieu à l'unité Isshin et son commandant bien entendu, mais aussi aux rivaux de Shin qui aspirent eux aussi à devenir de grands généraux sous les cieux. Ça passe donc forcément par prouver sa valeur sur les champs de bataille, et donc surtout dans ce type de guerre aux enjeux cruciaux. On a aussi les démonstrations de force et de charisme des différents généraux, qu'ils soient ennemis comme Uken, Kanmei, Mangoku et bien d'autres, ou bien les généraux issus de l'état de Qin. La plupart d'entre eux montrent encore le chemin que doit parcourir notre héros Shin pour se hisser à leur niveau, que ce soit Jukyu, Kanki, Usen ou bien Mubu, ils ont tous leur moment de gloire dans ces 4 tomes. Faisant face à une coalition d'une poignée d'états, ils se doivent de répondre présent et de transmettre leur rage de vaincre à tous leurs soldats, une ferveur que l'on ressent parfaitement dans Kingdom et donc plus particulièrement ici. Que dire de plus, entre les face-à-face titanesques, les stratégies toujours plus poussées les unes que les autres, donnant lieu à des retournements de situation de fou, l'intensité qui ne cesse de s'accentuer, des émotions toujours aussi fortes, il n'y a pas à chier. Kingdom se hisse sans prétention comme l'un des plus grands mangas de sa génération. Passons au tome 15 de Jojo Lion, et je vous le dis clairement, lisez le manga, ne vous contentez pas de l'anime. Déjà d'une parce que le manga est incroyable dans tous les aspects, mais aussi surtout parce que vous allez devoir attendre de nombreuses années avant de pouvoir découvrir Jojo Lion. Qui plus est, c'est bien kiffant de suivre une partie de JoJo's en cours de parution. Bref, attention au spoil. Je kiffe de plus en plus cette partie qui allie plus particulièrement que les autres scénarios captivant, mystère et action. Dans la lignée parfaite de Steel Ball Run qui reste à l'heure actuelle la partie de JoJo's qui m'a fait le plus vibrer. Plus on avance et plus notre Jojo trouve ses réponses qui ne font que lui soulever davantage de questions. Sa quête est freinée par l'attaque de nombreux stands d'ennemis toujours plus créatifs les uns que les autres. Je pense notamment au dernier en date. Josefumi n'a toujours pas idée de qui l'attaque précisément et comment, mais il sait au moins dans quel but. Il en sait trop et il n'est pas le seul à convoiter le Rokakaka. Bien que le réel antagoniste de cette partie mette du temps à se dévoiler concrètement, j'apprécie de plus en plus Jobin Higashikata. Au fil que l'histoire avance, il n'hésite pas à aller à l'encontre de sa famille afin de mener à bien ses ambitions, dans l'intérêt de sa famille justement.
Dit comme ça, c'est un peu contradictoire, mais c'est justement cet aspect-là qui le rend aussi intéressant. Bien que j'attende toujours que Jojo Lion franchisse un réel cap, je sens qu'on s'en rapproche au fil des tomes, et j'ai plus que jamais hâte de découvrir la suite. On enchaîne avec quelques mangas issus des éditions Kazé, avec notamment le tome 18 de l'excellentissime Rikudo, et je vais essayer de vous en parler sans spoil majeur cette fois-ci, histoire de vous donner envie de lire cette perle. Je le dis et le répète à chaque fois, mais sincèrement, si vous n'avez pas encore lu ce manga, foncez. C'est plus que jamais le bon moment puisqu'il s'est conclu récemment en 23 volumes au Japon, ce n'est pas une série trop longue, une série qui aborde la boxe avec une vision très réaliste mais surtout très crue, car oui, Rikudo est un manga de sport qui marie à merveille différents aspects, aussi bien sportifs que social, ce qui rend les personnages et notamment le protagoniste Riku très humains. Récemment dans l'histoire, il y a un événement qui a marqué n'importe quel lecteur, n'importe quel fan de la série mais surtout le héros de l'histoire. Pourtant il nous fait preuve d'une force de caractère extraordinaire en prenant sur lui afin de ne pas se laisser aller. Un événement si terrible qui aurait pu lui coûter une longue dépression, d'ailleurs j'estime qu'il aurait été intéressant de développer un peu plus les tournements de Riku, mais bon passons, l'auteur a plutôt opté pour utiliser cet événement pour renforcer la détermination de notre héros. Cela ne l'empêche pas de regarder vers l'avenir, vers son but, avec notamment l'un de ses combats les plus attendus. Ma hype envers ce manga est immense, on va très bientôt assister à l'un des plus grands combats de Riku, le combat pour le titre OBPF. L'occasion idéale pour vous de vous mettre à jour car là, je sens que ça va être d'une lourdeur encore jamais vue dans cette série. On passe au 11e volume de The Promised Neverland. Inutile de vous rappeler qu'il s'agit d'un de mes gros coups de cœur de ces dernières années, bien que je vous avais fait part de quelques déceptions lors de ma review du tome précédent. Je regrette toujours le fait que l'on ait un peu délaissé le côté stratégique et psychologique qui faisait totalement le charme de cette série. Cela dit, bien que l'on penche dorénavant vers des aspects neketsu assez accentués, j'estime que TPN s'en sort toujours très bien. Si ce 11e volume vient conclure l'arc Goldie Pound avec un climax plein d'intensité face au redoutable Lewis, c'est surtout le rythme proposé par Kayu Shirai qui continue de me séduire. Chaque tome apporte son lot de révélations et de réponses, parfois les réponses soulèvent davantage de questions, comme c'est le cas ici, notamment en ce qui concerne la promesse et les 7 murs, mais surtout, ce sont les cliffhangers de fin de tome qui me tiennent constamment en haleine, un domaine dans lequel Kayu Shirai excelle totalement et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc voilà, mine de rien, The Promised Neverland, c'est une série qui avance à chaque tome, donc voilà, c'est plutôt un très bon point. Toujours chez les éditions Kazé, je vais maintenant vous parler du 6e tome de Jagan, une série que j'apprécie de plus en plus. La dernière fois, je vous avais fait part des principales forces de la série mettant en avant des thématiques fortes, comme le sentiment d'appartenance, la nature de l'homme ou encore la notion de justice, et comme prévu maintenant que toute la population est informée au sujet des détraqués, les risques et les mesures à prendre en cas de danger sont devenus bien plus importants, mais surtout problématiques. Les notions de désir sont aussi de plus en plus développées, et je trouve les propos très pertinents car l'humain est de nature égoïste, il pensera toujours à sa propre personne avant les autres, tout simplement pour son confort. Une certaine avidité que l'on retrouve dans les personnages de Jagan et qui est très bien traitée à mes yeux. Un simple désir peut prendre des proportions énormes, disons même catastrophiques. Un thème souvent représenté par le sexe, et ça rejoint un peu Devilman Crybaby sur ce côté-là. Les humains deviennent de plus en plus monstrueux quand leur désir prend le dessus. Bref, c'est palpitant, captivant et toujours aussi dynamique, un vrai kiff cette série. On arrive à Hell's Paradise et on va aborder les deux derniers tomes, soit le 5 et le 6 puisque je les ai lus successivement. Je vais un peu moins être élogieux envers ce manga car passé 6 tomes, j'attends toujours ce fameux petit déclic qui te fait totalement accrocher. J'ai déjà mis en avant à plusieurs reprises les qualités de ce titre, un titre qui possède quand même de très bonnes qualités, que ce soit l'omniprésence de l'action, ses personnages insaisissables, son ambiance pesante ou encore cette atmosphère mystérieuse et une patte graphique soignée, toutes les conditions sont réunies pour passer de bons moments de lecture. Malgré cela, il me manque toujours ce petit quelque chose que je ne saurais dire. Le scénario avance bien et ne cesse de gagner en densité au fil des tomes, donc le souci ne vient pas de là non plus. Pour le coup, c'est totalement subjectif en fait. Disons que Hell's Paradise ne parvient pas à me faire vibrer pour le moment. Cela est peut-être dû au fait que l'on suit un protagoniste sur lequel on a très peu d'infos, puisque lui aussi se pose les mêmes questions que nous. Gabimaru le Vide. Pour le coup, il porte très bien son surnom, car pour le moment, je ne suis pas parvenu à m'attacher à lui. Et je pense que c'est ça un peu qui me freine. On change totalement de registre avec Inomaru Sumo et son 17ème tome, un excellent manga de sport que je vous recommande toujours et ne vous fiez pas aux préjugés. Oui, le sumo ce n'est pas le sport le plus charmant qui soit, mais pourtant, l'auteur sait toucher là où il faut pour faire vibrer ses lecteurs. Chaque combat se veut traditionnellement assez court sur la durée, une des particularités du sumo, mais cela ne lui empêche pas de nous offrir des combats d'une intensité remarquable. Au-delà de nous faire part de leur démonstration de puissance, les personnages mettent avant tout leurs valeurs et leurs propres convictions sur le doyo. Durant l'espace de quelques instants, les combattants se font face dans un petit cercle, un cercle semblant les séparer du reste du monde. Et ce tome 17 ne déroge pas à la règle. Entre un super combat d'Oseki et surtout le combat tant attendu opposant Inomaru à son rival de toujours, Kusanagi, quel tome incroyable, quel combat incroyable et quelle fin de tome. Plus j'avance dans ma lecture et plus je prends un vrai kiff à lire ce manga. Et pourtant c'est du sumo, merde, c'est ça qui est fort avec les mangas, tu peux prendre n'importe quel thème, si c'est bien fait, ça te fera kiffer. Pour cette avant-dernière review, j'ai choisi le tome 7 d'Origine. Un volume un peu plus tranquille mais qui n'en est pas pour autant moins intéressant, bien au contraire.
Si l'action est peu présente, Boichi prend le temps de développer ses personnages tout en amorçant doucement la fin du manga, car si vous ne le savez pas, Origin s'est conclu en 10 tomes au Japon. Mais avant de revenir sur l'intrigue, j'aimerais mentionner le traitement du protagoniste Origin. La thématique des robots qui essayent de se faire une place dans une société humaine est toujours abordée avec une certaine subtilité. Ce tome 7 est très clairement le tome où Origin se montre plus humain que jamais, lui qui est un robot ambitionnant de mener une vie tranquille. Beaucoup de thèmes humains sont donc soulevés comme l'amour, des tracas du quotidien, comme les problèmes d'argent, trouver un travail pour y remédier et j'en passe. Le personnage de Fermi se montre toujours aussi insaisissable et à mes yeux, elle apporte une réelle nuance aux propos narrés par Boichi. Un robot ne peut pas naturellement se faire passer pour un humain, il y aura toujours des petits gimmicks et certains traits innés qu'il ne pourra pas copier, et inversement, malgré la technologie avancée et poussée d'Origin, il ne peut pas non plus lire dans un être humain comme dans un livre. Fermi est bien la preuve qu'un humain est totalement capable de cacher ses véritables intentions ainsi que ses émotions. De ce fait, cela lie toujours plus les humains et les robots coexistant dans l'univers de la série. Sans oublier de mentionner cette fin de tome, nous dévoilant les ambitions de l'AEE, ça nous promet une fin explosive, franchement j'ai plus que jamais hâte. Et enfin pour conclure cette vidéo, passons au second volume de Neun, disponible lui aussi aux éditions Pika. Bon, si vous me connaissez un minimum, vous savez que je suis un grand fan du genre historique, et qu'ai-je donc pensé de ce second opus ? Eh bien je peux déjà dire que j'adore la tournure que prend cette série. Le point le plus plaisant à mes yeux reste qu'il s'agit d'une histoire dans l'histoire. De la fiction et du surnaturel dans un récit historique relatant les sombres heures de l'Allemagne et de son régime nazi. Si vous ne vous êtes toujours pas laissé tenter par cette perle, le concept est très simple. Afin de trouver le digne successeur d'Adolf Hitler, les scientifiques se sont attelés à transmettre l'ADN d'Hitler au sein de 13 enfants disséminés aux 4 coins du pays. Neun, le protagoniste de l'histoire, est le 9e d'entre eux, mais là où ça part vraiment en couille, c'est lorsque le projet est abandonné. Il est alors ordonné d'effectuer une purge de ceux dont le sang est lié au Führer. Ainsi, les fameux élus deviennent désormais des proies tentant le tout pour le tout histoire de survivre au sein d'un régime tyrannique. C'est tellement captivant, on suit de jeunes enfants qui au lieu de penser à leurs rêves, à s'amuser, voilà, à pas penser aux problèmes du quotidien, qui pensent avant tout à leur survie. Ils se doivent de gagner en maturité dès leur plus jeune âge, ce qui les rend très vite intéressants à suivre. Une histoire poignante, une ambiance glaçante, dépeignée de façon très dure avec un style de dessin bien sale mais qui s'y prête parfaitement. Un manga à suivre tout simplement. Sur ce, la vidéo est terminée, j'attends vos retours dans les commentaires comme d'hab. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux, à savoir Twitter, Insta, mon Discord et mon Utip. Tous les liens sont en description. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra. Party の主役になろう